Avec l'élection du gouvernement fédéral la semaine dernière, libéral majoritaire, ils auront peut-être les coups de franche, en tout cas, pour amener de nouvelles façons de faire dans le domaine de l'imposition. Et c'est un peu ce qu'on voulait discuter ce midi avec Patrick Saint-Onge. Patrick Saint-Onge, bonjour. Puis je pense qu'on va en parler là, puis je pense qu'on va en reparler fort probablement d'ici la fin novembre, parce qu'il y aura fort probablement une révision du budget ou du dernier budget pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils vont amener dans le prochain budget du mois de mars prochain. Quoi qu'il en soit, ils ont promis des hausses d'impôts pour les personnes les plus riches, donc pour 200 000 et plus, et peut-être des modifications aussi pour nous comme investisseurs. Là. Ça me fait un peu plus peur, ça, de ce côté-là, parce que déjà, les tranches d'imposition sont assez élevées. On les verra tantôt, là, ça risque de changer, ça aussi. Mais parlons des nouvelles tables d'impôts, parce que là, on a comme l'impression qu'à Québec, on attend ce que le fédéral va faire pour bouger presque en même temps, là, en synergie. Là. Il y a certains sujets, oui, effectivement, là, les options d'achat d'action, on va en parler un peu plus tard, là, donc que le Québec, du moins, aurait l'opportunité de modifier ses règles. Mais si on revient à la table d'impôt, là, donc on joue avec sur 2 points. Là, donc les gens qui gagnent entre 44 000 et 89 000, donc à peu près tous les contribuables au Canada, là, donc même s'ils gagnent plus que 200 000, vont avoir droit à une réduction d'impôt. On la chiffre là, à 560 $, donc une fois là, tout le système considéré. D'un autre main, il y a ceux qui gagnent plus que 200 000 $, là, donc qui sont, du moins, on leur demande de contribuer un peu plus, là, donc avec une hausse. Lorsqu'on lit la plateforme des libéraux, donc on parle d'une hausse de 4 %, mais lorsqu'on ramène ça au taux du Québec avec l'abattement, là, donc il y a une réduction de 16,5 % là, du taux, donc on parle plutôt d'une hausse de 3,34 %. Donc, c'est quand même majeur, mais cette hausse-là, il faut la mettre en perspective avec les différents budgets qu'on a eus depuis 2-3 années. Donc, dans votre émission, on a parlé qu'il y avait eu une hausse pour les propriétaires d'entreprises. Lorsqu'on intègre cette hausse de 3,34 % aux sociétés qui comptent moins de 4 employés, qui ont vu leur taux à travers la société augmenter. Donc, à combien on chiffre leur taux d'impôt? Donc là, j'ai juste fait une matrice pour les revenus qui sont taxés au plus haut taux, mais quand on regarde en date d'aujourd'hui, en 2013, date où on a commencé à modifier le budget, donc quelqu'un qui était rémunéré sous forme de dividende supportait un taux de 50,22 %, et avec notre hausse de taux d'impôt, donc en 2016, notre personne qui reçoit son dividende donc, est taxée à un taux marginal de 54,38 %. Et puis, son taux continue à augmenter. 2017-2018 se retrouve au-dessus de 56,5 %. Donc, c'est majeur. Donc, il y avait une frontière psychologique que les gouvernements refusaient de passer par le passé. Mais sauf que là, présentement, puis qui était à 50 %, mais là, on a des taux là, qui sont vraiment orbitants. Et ça veut dire que ça va changer la mentalité ou la façon de rémunérer les dirigeants aussi, là, d'une certaine façon, parce que d'un côté, vous payez plus d'argent, ce qui normalement devrait être le contraire, là, plus d'argent en dividendes que si vous étiez salarié. Il y a quelque chose qui fonctionne en tout cas difficilement dans ma tête là-dedans. Exact. Parce que sur la ligne d'en dessous, on considère que même si le salaire est assujetti à toutes sortes de charges sociales, RRQ, Régime québécois d'assurance parentale, le taux d'impôt net là, est beaucoup moins élevé. Donc, on a quand même un écart de 3 %. Donc, c'est pour ça que pour nous, ce qu'on pourrait appeler l'ère du dividende est terminée là, depuis déjà quelques mois. Pour 2016, il faut faire encore des calculs. Dans certains cas, ça va être, il va y avoir des avantages, là, mais dans d'autres cas... Ça, on parle du taux pour les dividendes non déterminés. Là. Exact. Bon, c'est bien important. Là. Du propriétaire d'entreprise qui génère du revenu. Du moins, c'est son gagne-pain. Là. Alors, parce que là, il y a une différence entre les deux. Parce qu'avant, il y avait justement presque autant de crédits pour le dividende non déterminé que le dividende déterminé, comme quand on reçoit un dividende de nos actions. Là. Mais là, ça a changé. Ça, les gouvernements ont compris le principe un peu. Là. Oui, ils ont joué dans la table d'impôt, ils ont déstabilisé. Là. Donc, c'est clair que pour ce qui est de l'entreprise privée, le dividende est taxé à un taux qui est beaucoup plus élevé que sur une société publique. Là. Bon. Il y a d'autres choses aussi qui vont amener, et certainement pour les personnes un peu plus âgées, là, ceux qui ont pris leur retraite, il y a la portion de moins de 65 ans. On commence à être habitué un peu parce que cette année, il n'y avait plus de fractionnement de revenus là, pour les moins de 65 ans ici au Québec. Mais là, on veut amener la même affaire au fédéral. Là, les gens ont peut-être mal compris pendant la campagne électorale. Là. Fractionnement de revenus, il ne sera pas aboli au complet. C'est pas ça qu'on veut faire. Là. On parle juste du fractionnement de revenus pour les familles sur le revenu de salaire. Donc, ça prenait un enfant à charge de moins de 18 ans. Donc, c'est cette portion-là qu'on vient abolir. On conserve au fédéral le fractionnement du revenu pour les personnes, du moins qui génèrent un revenu
revenus de pension. Donc, c'est quand même assez important parce que durant la dernière saison d'impôt, il y a beaucoup de couples là, qui étaient heureux là, du remboursement d'impôt parce qu'ils allaient chercher plusieurs centaines de milliers de dollars, là, donc même des fois jusqu'à 2-3 000 $ de remboursement. Donc, ça, c'est un élément important. Là. Bon, parce que ça, c'est une mesure fiscale qui est arrivée une fois. En plus, elle était rétroactive, cette mesure-là, hein, pour l'année complète de 2014, mais là, ça n'existera plus. Alors, pour 2016. Pour 2016. Donc, on va le faire cette année, mais pour 2016, ce sera terminé. Ça devrait disparaître. Donc, on va avoir confirmation de ça dans le premier budget, mais c'est ce qui est dans la plateforme libérale, c'est de faire sauter ça pour amener d'autres mesures pour aider les familles. Nous qui sommes investisseurs et qui écoutez également, il y a le CELI là, qui risque d'être modifié parce qu'on a monté le plafond à 10 000. Oui. Puis là, on veut le ramener aussi. On veut le ramener à 5 500 $, donc le montant auquel il avait été établi là, par les années passées. Donc, est-ce que pour là, la grande question qu'on a, c'est est-ce que pour 2016, on va ramener le plafond à 0 pour avoir un 5 000 sur 2015-2016, étant donné qu'on pouvait rétroactivement contribuer à 10 000 pour 2015. Donc, ça sera à voir. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils tendent à vouloir réduire ça ou peut-être à l'éliminer. Là, on aura confirmation. Bon, ça, éliminer le plafond ou éliminer le CELI? Non, mais quand on regarde toutes les autres mesures, quand on lit le plan des libéraux, le fond, le ton, c'est on veut enlever tous les bonbons fiscaux aux riches. Donc, toutes les personnes ou les familles qui gagnent plus que 200 000 $. Puis, dans leur plateforme, puis on regarde ceux qui contribuent au CELI, habituellement, ou du moins c'est ce qu'eux disent, on peut lire entre les lignes, c'est une affaire de riches, le CELI. Donc, c'est pas les pauvres, c'est sûrement pas les pauvres qui bénéficient de ça. Donc, ça serait un report d'impôt ou du moins une élimination d'impôt sur les revenus de placement. Donc, là-dessus, c'est moi qui me prononce, là, mais c'est vraiment le ton qu'on donne à toute la plateforme, c'est on attaque les gens qui ont beaucoup de revenus. Il y a plein de choses là-dedans aussi dans ce programme-là qu'on va peut-être retrouver également dans la plateforme Godbout, là, parce que la commission Godbout a amené plein de choses aussi où on veut éliminer certains avantages fiscaux pour les personnes un peu plus riches aussi, là, puis j'ai comme l'impression qu'il y a un certain arrimage entre les deux. Exact. Les as se sont alignés, du moins pour les options d'achat d'actions. OK. La commission Godbout, du moins, voulait rendre pleinement imposables les options d'achat d'actions. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi actuellement, lorsqu'on détient les actions, certains types d'actions selon un certain nombre d'années, on peut avoir droit à une réduction de 50 % de l'avantage. Okay. Donc, quelqu'un qui gagne 100 $ de salaire régulier ou avoir une option à 50 $, dont d'avantages dont juste seulement 50 % est taxable, il y a un avantage financier parce qu'il y a beaucoup moins d'impôts. Donc ça achale les gouvernements. Donc la commission d'examen avait dit, nous, on voudrait avoir les options pleinement imposables, mais il faut qu'ils s'entendent avec le reste des provinces parce qu'ils ne peuvent pas agir en vase clos parce qu'il y a des sociétés qui vont quitter la province. Mais là, avec les gouvernements libéraux élus, qui dans la plateforme disent, nous aussi, on pense comme le Québec, donc on voudrait rendre ça pleinement imposable, sauf pour certaines sociétés et sauf pour certains des cas bien spécifiques. Innovantes. Habituellement, c'est les sociétés là, qui créent, du moins qui ont fait soit de la recherche ou qui créent des choses, mais eux auraient le droit encore à ça parce que ça attire de la main-d'œuvre de qualité. C'est pour ça aussi qu'on veut modifier les actions accréditives. Les actions accréditives, c'est d'autres choses. Hein. Le gouvernement libéral dit on est en train de subventionner quelque chose qui pollue, quelque chose qui est sale, donc on voudrait arrêter d'aller de ce côté-là, parce qu'à quelque part, quand on investit dans le pétrole, si la société fait un choix, nous transfère ses dépenses, donc les riches encore avaient le droit de prendre des déductions sur ce genre de dépenses-là, mais là, ce qu'ils voudraient faire, c'est seulement rendre ça possible sur des projets qui ne sont pas fructueux. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, là, ils vont écrire la loi, là, mais puis combien de temps ça va prendre avant qu'un projet soit construit fructueux ou pas, mais du moins, c'est une autre analyse. Bon, puis le maintien des réductions d'impôts aux petites sociétés, là, ça, c'est bien. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, parce que là, on avait quand même des mauvaises nouvelles depuis tantôt. Mais dans les calculs là, dont je faisais part au début de la présentation, là, donc ces baisses de taux-là sont comprises dans mes taux effectifs de dividendes. Donc ça, quand même. Parce que si on avait aboli la réduction d'impôt, même notre taux de dividende aurait été beaucoup plus élevé. Là. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, puis les crédits d'impôt pour études, Emmanuel, là, on veut éliminer ça, quoi? Oui, on élimine ça. Donc complètement. Donc là, on va venir bonifier les subventions. Sauf que le problème, c'est qu'avec les crédits pour manuel et études, on est en mesure de les transférer aux parents. Oui, c'est ça. Donc sans vraiment de limite de revenus. Tandis que des bourses, mais on va regarder les revenus totaux gagnés par la famille. En tout cas, ça fait bien les changements pour nous autres. Ouais, Merci beaucoup, Patrick Saint-Onge.